l'incontournable porte du désert. La fête du tapis est une fête profane. Elle est organisée à Gardaïa, la capitale du Mzab, l'une des plus prestigieuses cités du tapis algérien. Elle vise à la promotion de l'art du tissage, art que soutient aussi bien l'État que les populations des 7 villes du Mzab, intéressées par le développement de l'emploi à domicile. Cette activité utilise plus de 10 000 artisans, presque toutes des femmes. La fête se veut également un moyen de préserver le patrimoine actuel et de promouvoir l'exportation. C'est une fête qui est organisée depuis 40 ans par l'État, à travers ses structures régionales et nationales, avec l'aide active des associations du Mzab, connues pour leur dynamisme. La fête du tapis est l'une des plus importantes manifestations algériennes pour la promotion des arts populaires. Quant aux délégations étrangères, elles ne peuvent être que ravies par cette débauche de couleurs, insoupçonnée par elles, dans un milieu qu'elles n'avaient peut-être qu'imparfaitement entrevu. Cette fête expose avec netteté sa nostalgie du passé dans sa dimension culturelle et l'amour qu'elle entretient pour son patrimoine. Elle le dit haut et fort, à coups de cœur et de baroud et à sa façon. Le travail manuel est une revendication manifeste de la fête. La fête a également pour préoccupation de promouvoir l'architecture et l'hydraulique, caractéristiques locales.
d'accord pour une économie nationale intégrée, d'accord pour tout, mais dans le respect de notre culture, de la liberté et de la fierté nationale, semble dire cette fête. Il faut donc rappeler que le tapis est un art ancestral qui requiert un travail, c'est-à-dire un effort d'une certaine qualité. Il faut donc rappeler qu'il faut protéger avec force notre patrimoine floristique et faunistique, dont le palmier et le chameau sont les éléments les plus visibles à ces latitudes. Il nous faut encore insister, nous dit la fête, sur la poésie, l'imagination, la beauté. Attention, respect, beauté, poésie, liberté, fierté, tous ces mots qui relèvent de la grandeur de l'homme, derrière tous ces mots se cache un être fragile qui est la femme. L'épouse, la sœur et la mère. La femme en un mot est l'architecte véritable de notre dignité. Ailleurs, d'autres formes de fêtes, plus romanesques et sans doute plus intimes, presque privées, se déroulent avec surtout moins de bruit et certainement plus de sentiments. Après une crue au Mzab, c'est la fête. L'eau n'est pas explicitement représentée sur le tapis mozabite, même si sa présence, sous la forme du serpent, est largement diffusée. Tissée sur les tapis, peints sur les céramiques, dans toute l'Algérie ou même tatoués sur la peau, ces symboles se trouvent partout dans le vieux monde, de l'Inde à l'Espagne. Ces signes ont été retrouvés sur des vases néolithiques en Allemagne et en Espagne. Ils se retrouvent tous dans le répertoire de la poterie et de l'art du tissage arabo-berbère. Je vous ai fait don d'un magnifique lion, avait dit Cheikh Hamoul Hajj, l'un des premiers ingénieurs et inventeurs émérites de l'hydraulique du Mzab à la population. Si vous vous en occupez, si vous le traitez comme il faut, vous en tirerez un grand profit, mais si vous le délaissez, il vous avalera sans pitié. Depuis, non seulement on s'occupe du lion, mais c'est toujours la fête quand il rugit. Le symbole aquatique révèle la cosmogonie de la sacralité de l'eau. L'existence des eaux a précédé la Terre et constitue le principe primordial le plus courant dans les différentes cosmogonies. Dans les anciennes religions du Moyen-Orient et en Égypte, l'océan primordial préexistait et représentait le réservoir des latences vitales, le réservoir de tous les possibles. C'est le domaine du préformel. Les eaux ne peuvent dépasser la vie virtuelle qui ne prendra forme qu'au-dessus d'elles par l'émergence. Les musulmans se souviennent tous du verset coranique « Et nous créâmes à partir de l'eau toutes choses vivantes ». على كل حال عندنا نهار كما اليوم تاع الماء، عندنا عرس كبير وصغير، ما يبقاش واحد في البلاد ما يجيش هنا يتفرج، كبير ولا صغير كله عندنا عرس منذ 1400 عام. راه هذه الحركه هذه تمشي فيها النظام. الله يا رحمن بسم الله يا الله يا رحمن يا رحيم يا الله ارحمنا بسم الله يا الله يا رحمن
Cette hydraulique, dont leur existence dépendait, comme en dépendu 1000 ans auparavant les vies de leurs prédécesseurs, est bien la preuve du bien fondé de leur conception du monde. Dans les anciennes croyances, le cosmos, c'est-à-dire le chaos sanctifié par Dieu, est représenté par l'arbre cosmique, un arbre géant possédant la caractéristique de se régénérer. L'arbre est également symbole de vie, de sagesse et de tous les attributs de la sacralité. L'arbre de vie est également la manifestation archétypale et exemplaire de la végétation. On sait que les peuples de l'Arabie, du Yémen et d'autres régions dans le monde considéraient l'arbre comme un axis mundi. Avec la venue de l'islam, il y a comme une reconduction de la sacralité de l'arbre. Les musulmans croient en l'existence d'un islam avant l'avènement de la Risala et expliquent sa dégénérescence par un détournement des croyants, des vrais préceptes. Ce dépérissement n'a pas empêché la conservation de certains grands thèmes. Dans le mzhab, le palmier est l'arbre par excellence. Le prophète ne l'a-t-il pas désigné sous le vocable de Ammetikum, votre tante maternelle, c'est-à-dire l'être féminin le plus cher après la mère et la sœur. بجهدك يا حبيبي الله ويسلم خبركم الرسالة ويسلم على سيدنا نبينا محمد لا والسلام يلا ويسلم. Vous devez continuer à planter votre arbre, même si vous êtes pris de court par l'arrivée du jour dernier, conseilla le prophète. C'est dire l'importance de l'arbre pour l'homme religieux, en particulier l'homme du désert. La plantation du palmier est un moment saint. Les chants religieux qui appellent la bénédiction de Dieu à toute opération humaine sont typiques. La fécondité des végétaux a comme prototype fondamental la terre et l'eau.
est impossible de parler du tapis sans évoquer celle qui le confectionne. Invisible aux Mzab, elle est tout de même omniprésente à travers ses objets, ses œuvres. Le véritable domaine de la femme est la maison. Dans le tissage, la femme est omniprésente, sans jamais être représentée, car elle est le miroir invisible de tous les objets. C'est par elle que le monde visible est projeté sur le tapis, et c'est ici, dans la maison, que ses rêves se transforment en images sur le tissu. La femme est la maison intérieure, discrète, protectrice et sacrée comme elle. La femme est Horma. L'argile mère provenant de la terra mater est la base de la création de la cruche. La jarre est le réceptacle de l'eau. Elle est fabriquée par la mer. Elle est le contenant de la chose la plus précieuse au monde, l'eau, source de vie. Il n'y a aucune difficulté à l'assimiler à la maman. De nombreux mystères l'entourent, d'autant que partout où va la femme, la cruche l'accompagne. Noir suie des cuisines, là où cuisent les aliments de l'homme. Suie noire, symbole du secret féminin. La suie est noire, comme la guerba intérieure est discrète. La meule à grains du néolithique est encore de nos jours utilisée dans plusieurs endroits du Maghreb. C'est l'objet agraire par excellence. Il symbolise l'union ciel-terre dont les femmes et les hommes sont des microcosmes. La guédra, la marmite, est un autre objet fondamental de la vie quotidienne féminine. Elle possède, comme la mère, le don de gestation. À l'intérieur, cuisent en douceur les aliments de la même manière que cuit l'enfant dans sa mère. Pour sa référence à la résistance, la guerba, l'outre, autre réservoir de vie, représente également un organe de gestation. Dans certaines fêtes païennes méditerranéennes, un vieux rite de la fécondité est attesté par les flagellations de femmes à l'aide de lanières de chèvre. La guerba possède, comme la femme, le don de protéger. La femme est également le pilier de la maison. Le centre de la maison est le Saint des Saints, sacré comme tous les centres. Le vide est conçu seulement pour la rencontre des regards. Personne ne peut y demeurer en dehors de l'esprit. La femme, même elle, peut traverser cette colonne de lumière sans pouvoir y demeurer. Les objets de la vie quotidienne, les plus ordinaires qui lui appartiennent, sont tous chargés de sens et de symboles. Ni la guédra, ni la guerba, ni la cruche ne sont explicitement représentés dans le tapis, mais à cela il y a bien une raison. Ces objets représentent en effet trop directement la femme, en ce qu'elle est capable de donner la vie, de faire sortir le vivant des ténèbres à la lumière. La femme Horma, sacrée de toute évidence, est la garante de la continuité du groupe. Femme réceptacle, maison ou grotte, sombre, secrète, intime, elle est l'intérieur par excellence et la matrice dispensatrice de vie. Elle est terre, terra mater, l'archétype de la mère, primordiale et donc fondamentalement chtonienne.
Cette identification renvoie au secret vital des labours épousailles. Les sillons ou fleuves gorgés d'eau, figurés ici par les bandes du tapis, comme ailleurs par des symboles de terrain retournés et semés, nous rappellent que le fondement de ces motifs nous viennent d'une société archaïque agraire. Les couleurs transportées par toutes sortes de draperies demeurent les couleurs de l'enfance, tapissant de sa gamme éternelle le fond de l'âme. Mais l'enfance, c'est également l'ancêtre. Ces couleurs de feu ardent se sont répétées dans l'âtre immortel de l'art, retraduisant depuis des millénaires une culture dont les racines invisibles plongent au tréfonds chtonien de l'existence humaine. L'art du tissage en Méditerranée se confond avec une période durant laquelle l'écriture n'existait pas. En ces temps immémoriaux, Athéna, qu'on faisait correspondre à la berbère Antinéa, l'Ishtar des Arabes, l'Astarté de la Bible, la Tanéite égyptienne, devenue Tanit chez les Carthaginois et les Berbères, cette déesse de notre vieux monde possédait l'art tissage. Le filage évoquant le cours de la vie apparaît tout près de nous sous la forme des moires, qui sont les parcs de la civilisation romaine. Ces trois sœurs représentent la fileuse, Cloto, qui est le destin, l'enrouleuse du fil, l'Achésis, celle qui mesure la longueur de la vie, et enfin l'implacable, Atropos, qui est la coupeuse du fil. À chaque homme est accordée la longueur d'une vie, symbolisée par un fil tissé, mesuré et coupé. Quant à Platon, il exprimait dans la République l'idée que l'univers est un réseau, ou si l'on veut, un tapis tissé par Ananké, instance de la nécessité, tandis que la quenouille devenait l'axe du monde, l'axis mundi, autour duquel s'enroulerait alors le fil de l'existence. La vie est un tissu cosmique, filé par le destin imposé par Dieu. Le fil avait donc une âme. Si le mouvement spiralé né de la rotation du fuseau participe de l'énergie qui fut à l'origine de l'univers, si le fil était vivant, s'il était pourvu d'une âme, c'est parce qu'il s'apparentait à la créatrice, dont il révélait l'intérieur intime et à laquelle il s'identifiait. À partir de cela, il s'imposait au fil de ne jamais quitter la maison natale. Il était donc interdit de vendre la laine filée. Donner la vie est comparable à la confection d'un tapis. Les femmes accouchent des enfants comme les tisseuses accouchent d'un tissu, considérées à ce titre comme un être vivant, doué d'une âme. Le fil, la laine et les couleurs sont les matières qui capturent l'âme du nouveau-né. L'acte de tisser, par ses différentes composantes techniques et artistiques, est absolument indissociable de ses composantes spirituelles. Les gestes sont doués de signification, non intelligibles car non rationnelles. Ils sont saisis dans leur globalité par tout l'être et non pas seulement par la conscience. C'est la raison pour laquelle les tisseuses ne peuvent pas répondre aux interrogations utilisant des mots. Les nœuds sont les pièges de l'âme. Pour cela, la créatrice devait se conformer à une éthique stricte. La tisseuse de tapis devait avoir les pieds nus, comme pour pénétrer dans un endroit sacré. Elle ne pouvait être que propre moralement et physiquement, sous peine de voir les anges s'éloigner du processus de gestation en cours. Le
croisement du fil de chêne avec le fil de trame démarrait le processus de création. Il s'appelait Ruh, c'est-à-dire l'âme. Ce croisement était la réalisation de l'union du ciel et de la terre et préparait la gestation de l'être vivant sous le contrôle d'une éthique rigoureuse et au moyen d'une esthétique appropriée. L'érection du métier à tisser dans le passé, tout comme le mariage d'ailleurs, devait se faire à la période des labours, durant la présence d'un croissant lunaire de bon augure pour la fécondité. Mariage et tissage, au croisement des fils, sont assimilés au labour semaille. Le croisement est l'emblème millénaire du tissage. C'est aussi la représentation de l'univers en mouvement. Le croisement cristallise en lui tout l'univers des représentations symboliques permises par le croisement du fil de chêne et du fil de trame. Croisement qui est la rencontre de la verticalité ascendante avec l'horizontalité consentante. C'est la représentation de l'univers. Les fils de chêne verticaux tombaient comme la pluie fécondante qui descendait du ciel sur les sillons horizontaux que sont les fils de trame. Le tapis était un vaste labour, mais aussi une vie en devenir, une plante à naître du sillon, un bébé en gestation. Tous les objets en rapport avec le tapis étaient doués du principe mâle ou femelle et avaient un rôle à jouer dans le processus vital de création et de gestation de l'être attendu. Tous ces objets étaient représentés directement ou symboliquement. La représentation réelle et parfois réaliste laissait toujours entrevoir, quand on y regardait bien, une part non apparente d'un symbole. Ces objets s'inscrivaient tous dans le rituel agraire ancien, d'où nous sont parvenus les symboles. Les femmes enceintes n'avaient pas le droit de tisser, pour la bonne raison qu'elles interrompaient un processus pour en commencer un autre. Les processus de vie des êtres et du tapis étaient similaires. Exclusivement féminin, le tapis se cédait par héritage et passait comme le savoir féminin de mère en fille. C'est par le biais de cet héritage matrilinéaire que se transmettait le savoir féminin de l'art des tapissières. Une fois fabriqué, le tapis échappe complètement à la tisseuse. Il devient un produit marchand dont la valeur est fixée par la loi du marché. Le commerce du tapis était florissant durant le Moyen-Âge. La vente s'y faisait aux enchères à travers des spécialistes de cette activité à qui la créatrice offrait un pourcentage. Cette façon de procéder s'est perpétuée depuis des siècles et reste encore valable au Mzab. أنا جاي
على باب الله على باب الله 300,000 300,000 300,000 نعطيك 500 إلا يبيعها 500,000 520 40 60 80 600 هذا شوف 600,000 هذا لوبر يا ليني 600,000 600,000 600 600,000 620 مرة 620 مرتين 620 عاد الله يربح صح هذا L'abstraction alphabétique, immense invention, a permis en la libérant du dessin de promouvoir l'écriture comme représentation quasi unique de la parole et de la pensée. L'écriture apparaît comme une dégénérescence des riches pictogrammes et idéogrammes dont ces décors de céramique mésopotamiens d'il y a 5000 ans, très proches de nos symboles, sont les parfaits représentants. Voici comment l'alpha, la lettre A des latins, l'aleph, ancien des sémites, a été extraite du dessin originel, le taureau, dieu suprême des religions orientales. La tête de taureau, ou tafenzart berbère, appelée également tizernas, ou fibule, était durant la protohistoire symbole de fécondité, à cause de sa ressemblance formelle avec l'utérus. La tête du taureau est donc au départ un symbole féminin. Plus tard, quand la céramique, matière qui fut du ressort exclusif des femmes, vint à s'accaparer des espaces publics et privés, elle copia l'art abstrait des femmes tapissières, dont voici précisément un exemplaire de la tête du taureau. Voici la tête du bélier qu'on reconnaît dans la céramique. Les croissants lunaires complémentaires, symbole des principes féminins alliés aux principes mâles, organisent un bélier stylisé représentant dans l'ensemble la fécondité et l'abondance. De la Perse et de la Mésopotamie à l'Espagne, en passant par l'Anatolie, l'Italie et le Maghreb, ce triangle surmonté, tantôt de cornes, tantôt d'épis ou de demi-lune, est la représentation de Neit, la tanite, si populaire au Maghreb et qui n'est autre que l'Ishtar des Arabes. Ce bélier est né il y a 8000 ans et son souvenir reste encore vivace dans nos tapis et notre céramique. Le rapport avec la terre de laquelle naissent les plantes nourrissantes est très simple à établir. Le bélier tient du principe mâle fécondateur et signe d'abondance. Le symbole de la féminité par excellence est le losange. Ainsi doublé et doté d'une tête et d'une queue, il vole et réunit dans ses espaces le ciel et la terre, en fait l'union féconde des contraires. Le soleil est l'hirondelle. C'est la projection vitale des 4 points cardinaux. Le lézard et le scorpion sont des principes autour desquels vibre le vivant. L'arbre de vie est souvent représenté par la poutre centrale de la maison. 2 paniers sont suspendus à cette poutre figurant l'abondance, le khayr. C'est la féminité suspendue au principe mâle représentant la force et l'unité familiale.
Le serpent, symbole de virilité absolue, représente aussi, à cause de la mue, le renouvellement de la vie. C'est aussi l'éclair porteur de pluie. Le serpent est représenté également par les vagues de la mer génératrice. Si on veut parler des tissages en Algérie, ils sont classés en deux grandes catégories. On distingue les techniques de tissage à basse lisse et à haute lisse. Les tissages à haute lisse, c'est ce qui concerne tout ce qui est tapis à ras, à tissage ras. Et la basse lisse, c'est ce qui concerne aussi les tissages ras, mais qui concerne généralement les fliges et les morceaux qu'on utilise pour les tentes. C'est des morceaux en grande longueur. Et on trouve aussi dans les tissages à haute lisse, les tissages à point noué. Maintenant, si on veut voir les différents tissages en Algérie, ils sont classés en deux grandes catégories, c'est les tissages ras et les tissages à point noué. Dans les tissages à point noué, on distingue les plus connus sont les tapis de Tlemcen, les tapis berbères, les tapis de Nmemcha et Babar et Chachar, les tapis de Khenchla, les tapis de Gardaya et aussi d'autres tapis qui sont moins connus dans différentes régions de l'Algérie. Et les tissages ras, c'est les plus connus, les plus répandus. On distingue les tapis ras de Gardaya, dans les tissages Benizgen et Gondoura Mouzabit, les tissages de Baba, les tissages de Haït Hicham en Kabylie, les tissages de Gergour, les tissages d'El Golia, et les tissages aussi des Tlemcen qui sont un peu plus légers. C'est ce qui concerne les tissages des Hambal et des Haïk, qu'on peut appeler aussi tentures. Le serpent est le symbole du principe mâle de la fécondité et de la fertilité. C'est le signe le plus répandu et le plus ancien du vieux monde. Il est souvent accompagné de graines ou d'épis de blé. Ondulations, losanges, zigzags, il diffère d'une région à l'autre et peut prendre des formes inattendues. Le serpent est symbole de la résurrection des morts et de la nature. Il est souvent associé à la lune et à l'eau. Le serpent est donc aussi une force lunaire. S'agissant de la symbolique des motifs du tapis Gondoura Mouzabit, on distingue trois genres de symboles qui sont divisés en symboles d'animaux, des plantes et d'objets. On trouve dans la catégorie des objets, on trouve la ceinture de la mariée, on trouve le plat à couscous, on trouve les chandeliers, on trouve le lit matrimonial, les deux clés de bonheur, on trouve la grande carde à laine, on trouve aussi le coffre de la mariée. L'abeille symbolise l'âme comme le papillon. L'abeille, stylisée des Berbères, représente le cycle des lunaisons dans leur totalité. C'est la parfaite figure pour signifier l'abondance. La tradition du vieux monde rapproche l'escargot de la lune et du croissant. Il montre et cache ses cornes comme elle. Il est vie, mort et renaissance perpétuelle. Elle est le soleil avec ses rayons. C'est donc un grand symbole de tissage, puisque les fils de l'araignée sont la trame du tissu. C'est l'arbre cosmique, l'échelle de Jacob et la toile salvatrice du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. À propos de cette manifestation extraordinaire de Dieu relevant que la vie du prophète ne tenait vraiment qu'au fil fragile, ténu, ô combien puissant et aveuglant en raison de la volonté divine.
Le marteau est l'instrument du forgeron redouté, honni ou méprisé, selon les régions. Le forgeron est un transgresseur qui fait accoucher notre mère, la terre, avant terme. C'est l'outil qui servait, selon les croyances anciennes, à la fabrication de la foudre. Les pâtes de poulet évoquent l'idée de carrefour et de doute sur la route à suivre. Le coq devient un indicateur du rythme solaire quotidien et un équivalent par extension du mouvement de soleil lui-même autour de la Terre. Le sceau de Salomon appartient à l'ensemble de la Méditerranée du Proche-Orient. Les potières berbères, irakiennes, syriennes, libanaises et arabes en général l'utilisaient depuis des millénaires.
Cet instrument de musique était fabriqué dans du bois d'amandier, dont le fruit symbolisait la renaissance de l'être humain. La branche coupée à cet effet était fendue en deux. Une partie servait à faire le carcoub et l'autre devait être brûlée. C'était à l'exemple du bébé naissant, vivant, en état de gémellité, avec le placenta mort. Bien que disséminé dans tout le vieux monde, et bien que figé, isolé, mystérieux, occulté pour avoir été trop vu, trop usé, car trop utilisé, incompris, inexpliqué, inexplicable, obscur, énigmatique et secret jusqu'à être ténébreux, les symboles, tapis dans la fête, sont sortis dans la fête du tapis et dans la lumière pour faire honneur à Gardaïa. Prunelle du désert, et dont la beauté justement consiste à ne point céder à l'ornement inutile, car enfin, la beauté véritable n'existe que sans l'ostentation.